Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur le plateau de LCF et aussi sur les ondes de City FM pour notre émission Talk de ce vendredi. Reçoit comme d'habitude deux confrères en studio pour décrypter l'actualité de ces dernières heures chez nous ici, au Togo et aussi en Afrique, bien sûr. Ce matin, nous recevons PJ Jakouti Jacques. Bonjour. Bonjour, Junior. Je rappelle que le confrère Jacques Jakouti vient de rentrer fraîchement d'Israël avec plus de bénédictions pour nous ce matin. Oui. Nous sommes bénis, hein, et la bénédiction pour vous aussi à la maison. Hein. Alors, il sera en face, on aura en face de Jacques Jakouti, le nouveau PJ. Ambroise Ponjo, le patron du journal des Guardians. Bonjour. Bonjour Junior, bonjour tout le monde. Alors, tout à l'heure, dans la seconde partie de l'émission, nous aurons comme invité le professeur Magoula Kwakouvi. Avant tout, voici la une des journaux. La une des journaux de ce vendredi 28 octobre 2016, nous démarrons par le journal L'Alternative. L'Alternative, si on peut voir rapidement l'Alternative écrit dossier à la recherche d'un hypothétique bonheur en Europe. Des jeunes Togolais racontent leur trajet de Lomé à Tripoli via Agadez. Sabah, au cœur de filière togolaise d'immigration par la Méditerranée. Interview de Rost. On a besoin d'une jeunesse qui se bat, mais pas celle qui met sa vie en danger en Méditerranée. Les universités sociales du Togo invitent à la finalisation de la décentralisation et à l'intensification des formations. Dans les cas également ce matin, nous avons le quotidien privé Liberté. Liberté qui titre à sa une aujourd'hui, abandon du processus de décentralisation, le gouvernement contourne les élections locales et nombre de nouvelles délégations spéciales. Brouille diplomatique entre voisins, le Bénin accuse le Togo de saboter son économie. Conclusion du rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Depuis 2012, le Togo était ciblé comme plaque tournante du marché noir du carburant. Dans les cas également ce matin, nous avons le journal Le Canard indépendant d'Augustin Amégan. Nomination de nouveau président des délégations spéciales, un pied de nez à la décentralisation revendiquée. Éducation, nouvelle grève des enseignants, les 4 et 5 novembre prochains. Attention au désastre de 2013. Reportage des écoles rurales à la merci de la pluie et des reptiles. Retrait des pays africains de la CPI, les dirigeants africains revendiquent-ils un permis de violer? Préparatif au tournoi de l'UEMOA, Roger en attendant Jean-Ed Arolou. Dans les cas, c'est également ce matin, le journal Togo Matin de Dieudonné Korola Kina. Conseil des ministres, école et ODD, la demande en éducation est de plus de 7% par an. Droits humains, le Togo passe son examen périodique universel. Dossier coopération France-Togo, relations bilatérales à renforcer. Également avec nous ce matin, le changement d'amour. En attendant d'avoir une voiture neuve dans 60 jours, le moteur du car remplacé. Apémon n'est plus président. Désormais, seule l'équipe intérimaire dirigée par Nador est habilitée à parler au nom du car. Des décrets de nomination qui confirment tout le mal dont on pense du régime RPT Unir à l'approche des élections locales. Toujours dans les cœurs ce matin, le journal chronique de la semaine de notre ami Dominique Alizio. Diplomatie, les relations France-Togo au bout fixe. Le Premier ministre français Manuel Valls dans nos murs, demain pour parler, aujourd'hui plutôt, pour parler coopération. Et certains présidents fédéraux du CAR débarquent, mettent un peu bon de la tête du CAR. Maître Abouebo Madji Yaovi sera-t-il bientôt de retour? Interrogation de la réponse se trouve à la une du chronique de la semaine. Le perroquet est avec nous ce matin. Gouvernement classe sous notation, bilan et perspective. Oisiveté, inefficacité, inaction de l'urgence des remaniements ministériels pour sortir le Togo du marasme économique et politique. Et enfin avec nous ce matin, flambeau des démocrates de Loïc Lawson. Réussite du sommet de l'UE Lomé, célébration des messes d'action de grâce, crime de lèse-majesté, sommet de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, un bilan au-delà des attentes, périple de manœuvres en Afrique de l'Ouest, l'étape du Togo. Eh bien, c'est tout pour la une des journaux. On a d'autres journaux aussi rapidement, si vous permettez. On peut vous présenter leur une brièvement. Le journal Le Dialogue, par exemple, qui écrit, le journal Le Dialogue en kiosque écrit visite du PM français Manuel Valls ce jour au Togo, la coopération franco-togolaise se renforce davantage. Économie et développement qui titre à sa une. Développement, le PUDC rentre dans sa phase d'opérationnalisation 106 km de piste rurale à hauteur de 11 millions de francs CFA. L'Union pour l'Union, la patrie.
pour l'Union de la Patrie qui titre à sa une aujourd'hui. Après avoir obtenu 85,77% d'actions positives à l'issue de l'audit 2016 de l'OACI, le Togo est numéro 1 africain en sécurité aérienne. Et bien c'est tout, une pause derrière la première partie de l'émission. Retour ensuite avec nos confrères PJ Jacques Zakouti et avec Amoros Mondjo. Bonjour chers confrères. Bonjour. C'est vendredi, ceux qui nous suivent doivent comprendre qu'on a décidé d'être un peu relax le vendredi. Et le vendredi on jette de côté les costumes. Donc vous voyez qu'aujourd'hui on est un peu relax, comprenez-nous. Alors on va commencer par le premier sujet, on va aborder le sujet des élections locales qui revient de plus belle parce que on l'a vu mercredi dernier au Conseil des ministres. Le gouvernement a pris une série de décisions, notamment le gouvernement a décidé de nommer de nouveaux présidents de délégation spéciale pendant que la classe politique et la société civile crient à l'organisation des élections locales. On voit que on continue par nommer de nouveaux présidents de délégation spéciale. Ça montre a priori que les élections locales au Togo, c'est pas pour demain, Ambroise Ponjo. Oui, je crois que nous, on a, dans une interview que le professeur Magla Kakovi, qui sera avec nous, nous a accordé dans notre parution d'hier. Il disait, si ma mémoire est pour le paraphraser, il disait que lorsque vous aurez à apprendre que le parti au pouvoir annoncera les élections locales, ça voudrait dire qu'il est prêt. Ce parti est prêt et qu'il a mis tous ses pions pour pouvoir les remporter. Ce qui est surprenant et paradoxal, c'est que le Conseil des ministres, au lieu de décider d'un calendrier, d'un programme sur l'organisation des élections locales, a plutôt nommé encore d'autres chefs de délégation spéciales, à la grande surprise des Togolais. Parce que c'est eux-mêmes qui se sont donné le devoir d'enclencher le processus d'aller à des élections locales. Depuis 86 ou 87 que ces élections ont eu lieu au Togo, pratiquement 30 ans, et il est notoirement regrettable de constater que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, est allé encore sur un chemin de non-droit. Vous savez, je sais bien qu'en politique, chacun peut faire ce qu'il veut pour pouvoir avoir gain de cause, ne serait-ce que rester au pouvoir. Mais la place des maires dans le développement de nos communautés à la base devient une chose importante pendant ces temps-ci, et qu'il ne faille plus aller encore sur un terrain de nomination ou désignation des gens que l'on ne considère pas légitimes. Moi j'avais regretté que le chef de l'État ait allé encore sur ce chemin, mais je crois fondamentalement qu'il a plutôt intérêt à enclencher le processus et discuter ensemble avec la classe de l'opposition pour pouvoir trouver un terrain d'entente afin d'aller à ces élections locales. Sinon, ce qu'il a fait la dernière fois, sincèrement, ça donne raison à ceux qui pensent qu'il est le seul maître à bord, il est le seul maître à décider, au lieu que l'on dise ce sont des conseillers qui décident à sa place. Puis c'est lui qui a signé le décret et il est conscient du décret qu'il a pris. Bon, je crois que, je ne sais pas si vous vous rappelez d'une récente rencontre, je crois que ça doit être dans les années, je ne sais pas si c'est 2013 ou 2014, quand le ministre Bawara était encore à l'administration territoriale, où il avait entre-temps fuité qu'il faudrait que l'opposition accepte la nomination des délégués au niveau des préfectures. Je ne sais pas si vous vous rappelez Je crois que si aujourd'hui, au niveau du Conseil des ministres, ils ont procédé encore à la nomination je me dis, mais peut-être que ce qui a été dit et ce qui a été dit dans le temps, je crois que ce qui a été encore activé par rapport à ces nominations. Parce que l'acte a été déjà acté quand le ministre Bawara était encore au ministère de l'administration territoriale. Donc moi je vois que ce n'est pas quelque chose de surprenant, parce que cela avait été déjà dit, annoncé dans le temps, qu'il faut que l'opposition accepte des nominations et que l'opposition également fasse des propositions pour des nominations. Donc si aujourd'hui l'acte a été pris au niveau du Conseil des ministres, ce qui veut dire que ce qu'on avait dit dans le temps sans s'être concrétisé aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que donc les élections locales, ce n'est pas pour aujourd'hui. Entre-temps, on avait dit
que les élections locales doivent être couplées avec les législatives, mais avec ces nominations que nous sommes en train de voir ces temps-ci, et surtout le Conseil des ministres du mercredi passé, cela démontre que les élections locales n'auront pas lieu par rapport à ce qui avait été dit. Donc il est important aujourd'hui que ce soit la classe politique de l'opposition, du parti au pouvoir, il est important de communiquer. Je crois qu'avant que ces nominations-là puissent avoir lieu en Conseil des ministres, il devra peut-être avoir une concertation avec la classe politique de l'opposition pour voir qu'est-ce qu'il faut faire avant ces nominations et qu'est-ce que l'opposition doit attendre également après ces nominations. Donc le vin est déjà tiré, il est important que l'opposition maintenant puisse savoir comment réagir par rapport à ces nominations, sinon on ne pourra pas tenir ces élections locales par rapport à ces législatives qu'on avait annoncées. Mais c'est bizarre, cette décision du Conseil des ministres intervient juste au lendemain d'une conférence de presse tenue par ceux qui ont fait les universités sociales tout récemment, qui demandaient au gouvernement, parmi leurs recommandations, justement d'organiser les élections locales avant les législatives de 2018. Voilà que le gouvernement commence par nommer des délégations spéciales. Ça veut dire que bon, on doit oublier les locales. Oui, moi je crois que nous sommes actuellement sur un terrain du chien à bois, la caravane passe. Le professeur Goguet, qui aussi nous a accordé il y a une interview, disait que ce pouvoir ne peut fléchir que par des pressions. J'ai l'impression que les gens sont en train de dormir sur leur laurier, tout en oubliant ce pouvoir qui est là, qui ne veut pas bouger les lignes. Vous n'allez quand même pas rester là, laisser les gens. Nous sommes là jusqu'à 50 ans encore. Si l'opposition ou la société civile sont conscientes du fait que si le soir, ces messieurs qui sont là resteront là-bas et ils vont continuer par les narguer, je crois que nous allons y rester. Parce qu'il n'est pas normal qu'au même moment que les pays évoluent à côté de nous, nous soyons toujours au même lieu. Vous vous rappelez, Fane Gnassingbe avait dit des choses par rapport à son pouvoir, que lui a légué son papa. Et aujourd'hui, de la manière dont les choses se déroulent, ça se comprend aisément que ceux qui sont nos dirigeants ne sont pas prêts à lâcher prise, ne sont pas prêts à lâcher une portion du territoire à d'autres personnes qui puissent venir gouverner. Ça fait déjà 11 ans. Et dans ce dernier mandat, on parle du mandat social. Allez voir comment les gens sont en train de souffrir dans leur maison. Surtout avec cette rentrée, moi j'ai eu à vivre des situations dans certains quartiers. J'ai compris que les Togolais vivotent, les Togolais sont dans la grande misère. Et au même moment, il y a des pressions fiscales par-ci, il y a des contingences par-là. Si au moins on allait à des élections locales, pour donner le pouvoir un temps soit peu à la base, je crois que Fane Gnassingbe lui-même sera dégagé, il sera libre de gouverner, il sera là, et au fin de pouvoir aller quand même faire des réformes et de limiter le mandat. Aujourd'hui, la situation est bloquée. Et on a l'impression que les gens se limitent seulement aux communiqués, aux conférences de presse et au forum social et autres. Je crois aussi que ce n'est pas forcément le rôle de la société civile de bombarder. Ce qu'ils ont fait la dernière fois, c'était une bonne chose et ils sont dans leur rôle. Mais il faut aller plus que ça, surtout du côté de l'opposition. Les journalistes ne viennent pas jouer votre rôle. Mettre la pression et créer un rapport de force. En mettant la pression, il y a plusieurs moyens. Comment le faire? Mais l'opposition a assez marché. L'opposition a fait assez. Le 12 juin 2012, ça fait quand même. Ça vous a dit qu'il faut définir deux stratégies. Le 12 juin 2012, on a vu ce qui s'est passé. Comment? À Dego. Ça fait 4 ans quand même. Ça fait 4 ans. Ils peuvent revenir là-dessus. Ce n'est pas forcément. On ne peut pas dire que ce peuple est aussi fatigué de ne pas répondre à des invitations. Alors, mais ce matin ou demain, il y aura une marche. Une marche dans une même journée dans la ville d'Abidjan. C'est aujourd'hui 2 marches. 2 marches plutôt. Oui. Ça veut dire qu'il y a des convergences de voix différentes. Mais il faut organiser quelque chose comme ça pour faire bouger ce pouvoir. 2 marches de l'opposition. Hein. De l'opposition, je dis. Pourquoi eux ne peuvent pas s'organiser pour créer? Mais l'opposition a marché plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Oui. Ça donne quoi? Ça, c'est des erreurs. Il y a des erreurs qui se glissent souvent dans la stratégie, les méthodes de fonctionnement de l'opposition. On le reconnaît. Mais au même moment, il ne faut pas rester là. Il faut à chaque fois faire jouer à la politique de laquelle vous l'êtes. Il faut changer chaque fois de stratégie, de méthode pour contraindre ce pouvoir à céder une place du territoire qu'il a. Alors, j'allais leur dire rapidement. Non, vous savez, le problème aujourd'hui de la classe politique togolaise, c'est que cette classe est fragilisée. En interne comme à l'externe. C'est-à-dire que aujourd'hui, les populations togolaises sont fatiguées parce qu'il n'y a pas de stratégie pour la conquête du pouvoir. Vous voyez, aujourd'hui, on parle d'une marche. Entre-temps, la marche drainait beaucoup de foule parce qu'il y avait une cohésion au niveau
de revendications au niveau de l'opposition. L'opposition avait une convergence de vues dans le temps. Mais depuis un certain temps, on sent que les partis politiques d'ailleurs elles sont en train de se fragiliser. Aujourd'hui, tel est président. Demain, on fait un congrès, on le chasse, il n'est plus président. Lui aussi, il va créer un autre parti. Et vous voyez, au même moment, le parti au pouvoir peaufine toutes ces stratégies. Et le parti au pouvoir fonce. Donc, il est important aujourd'hui que cette classe politique-là puisse se retrouver. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, le parti au pouvoir a besoin également de l'opposition pour avancer. Et l'opposition a également besoin également du parti au pouvoir pour peaufiner des stratégies. Donc, dans un pays, il est important que ce soit l'opposition ou que ce soit le parti au pouvoir n'a pas intérêt de tuer l'opposition. Hein? Un pays où il n'y a pas d'opposition qui puisse toujours s'opposer à certaines choses qui ne vont pas dans le bon sens du développement dans un pays, il est important que cette opposition-là s'organise. Tout ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui dans notre pays par rapport à ce que nous assistons, les choses ne bougent plus au niveau de la classe politique, c'est que les premiers leaders se sont fragilisés. Aujourd'hui, vous voyez que le parti au pouvoir dort tranquillement parce que le parti au pouvoir n'a pas de problème. Le hic aujourd'hui, c'est au niveau des partis politiques. Et quand de l'opposition. De l'opposition. Ouais. Vous voyez les gens qui vont sur les médias commencent par s'attaquer entre eux. Au lieu de s'attaquer à l'essentiel pour le développement, les gens sont là pour se régler des comptes. Et l'autre aspect de la chose, on a parlé des élections locales. Vous savez, quand on parle de la décentralisation c'est une très bonne chose. Ça permet à des localités de pouvoir se développer. Ça permet également à des localités de pouvoir également sortir, aller également chercher des partenaires ailleurs pour développer des villes. Donc je ne vois pas en quoi notre pays ne va pas vouloir organiser ces élections locales-là pour permettre à ceux qui veulent investir au niveau de ces localités-là de le faire. Donc, le professeur Magol, comme vous disiez justement, que le pouvoir n'est pas sûr de les remporter, et donc du coup, tant que le professeur n'est pas sûr de gagner ces élections locales, il ne les organisera pas. Bon, vous savez, quand une élection locale, c'est important pour le développement de la localité. Il ne faut pas qu'on essaie de voir pour dire, bon, si je ne remporte pas cette localité, donc je ne vais pas le faire. D'abord, il faut avoir en primo toujours l'intérêt, le développement de la localité dont on veut. Aujourd'hui, vous allez dans des grandes villes. Vous prenez par exemple Cotonou. Vous allez par exemple à la mairie du Burkina Faso. Vous voyez qu'ils ont des partenaires. Oui, ils ont des partenaires un peu partout qui viennent investir. Donc il est important aujourd'hui que et l'opposition et le parti au pouvoir, ils n'ont qu'à s'entendre. Hein? Nous avons depuis un certain temps, nous avons vu également que le dialogue est bloqué. Entre-temps, il y avait quand même des rencontres avec le ministère de l'Administration territoriale et les partis politiques, mais depuis un certain temps, nous avons senti que depuis même 2012, il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus d'échanges, même entre la classe politique. Il faut reconnaître qu'il est important aujourd'hui que cette classe également politique puisse se reconstruire. Il faut qu'on essaie d'injecter une fois encore. Se renouveler. Ils n'ont qu'à se renouveler, parce qu'à l'allure où vont les choses, les partis politiques risquent de disparaître avec les premiers responsables. Parce que les crises auxquelles nous sommes en train d'assister aujourd'hui, au niveau de ces partis politiques, la fragilisent une fois encore l'opposition. Et aujourd'hui, les populations sont démobilisées. Les populations se disent, elles ne savent plus à quel sens se vouer, elles ne savent plus à qui se confier, parce que les populations ne comprennent absolument plus rien sur ce qui se passe sur l'aspect politique. Je voudrais juste rapidement, parce que vous passez en disant que le pouvoir n'a pas à gagner en laissant l'opposition pourrir, parce que c'est le peuple qui sera obligé de prendre sa responsabilité. Parce que quand l'opposition n'est pas organisée et que vous fragilisez l'opposition en plaçant des pignons, en essayant de corrompre des gens au sein de l'opposition, en ayant des taupes au sein de l'opposition, je vous dis que, comme au Burkina, le peuple, à un moment donné, fatigué, les gens seront dans la misère, et le bouchon sera obligé de sauter, et c'est le peuple qui risquera de prendre ses responsabilités. Parce qu'un pouvoir qui se comporte comme ça pense être à l'abri des choses. Ils ne seront pas à l'abri à vitam aeternam. Un beau matin, je l'ai toujours dit, si vous-même ne vous organisez pas pour faire changer les choses, c'est les choses qui vont vous faire changer. Ils seront obligés de changer parce que quand les jeunes là, les classes de seconde, première, terminale, qui ont une autre mentalité que nous, ce qu'on a eu à avoir dans les années 80-90, mais quand ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus d'emploi, ils cherchent à manger, ce n'est pas seulement le vol et la délinquance. Un bon matin, vous allez voir ce qui va se passer. C'est ce que nous voulons prévenir en disant à ce pouvoir, prenez garde et organisez-vous à ce que les choses évoluent. Au niveau politique, faites des réformes. Organisez les élections locales pour donner le pouvoir au peuple à la base. Et ensuite, vous libérez de ces contingences, de ces critiques-là. Et les choses vont évoluer. Décidez de partir un bon matin,
que les autres viennent aussi gouverner pour voir comment ça va évoluer. Pas aussi facile que ça. C'est pas facile. Mais s'ils veulent rester dans leur raison politique, je vous le dis qu'un beau matin, ils seront surpris. Alors, on n'invente rien. On va évoluer. Les exemples sont là. On va parler de la légitimité des chefs d'État au pouvoir. Il y a un qui vient de surprendre cette semaine, c'est le président des îles Seychelles, James Michel, qui a donc décidé de démissionner. James Michel a été élu l'année dernière pour 5 ans. Et il a fait 1 an, il a fait déjà 12 ans au pouvoir. Hein. Donc après 1 an, il dit, bon, je suis fatigué, je quitte le pouvoir. Donc, il devait quitter le pouvoir en 2020. Il dit, je quitte. Mais il dit, mais vous allez, il dit, je quitte. Il a quitté et son vice-président a pris la place. Il dit, non, je suis fatigué, qu'il faut laisser la place aux jeunes. J'ai des outils. Mais c'est pendant que les gens modifient le mandat, ils tuent leur peuple pour rester ad vitam aeternam. Mais quelqu'un qui a encore 4 ans devant lui dit, bon, c'est bon, je suis fatigué du pouvoir, il se retire et il confie le pouvoir à son vice-président. Et il est là tranquille. Mais vous rappelez vous-même de la déclaration d'Obama quand il était à une tournée au niveau du Ghana, ce qu'il avait dit. Il dit que, bon, lui ne comprend pas pourquoi certains chefs d'État ne veulent pas quitter le pouvoir. Parce que lui, en tant qu'Obama aujourd'hui, il est même fatigué. Parce que pour prendre même un café avec ses amis, il est obligé d'être suivi par ses gardes et vraiment lui ça le fatigue et que ça finalement ça l'agace et ça l'énerve même. Il ne peut même pas sortir seul pour aller visiter un ami, rendre visite, peut-être prendre un café avec des amis, c'est un peu difficile. Et l'autre aspect, il disait que quand vous êtes par exemple, qui lui ne comprend pas ceux qui ne veulent pas quitter le pouvoir, que ceux qui ne veulent pas quitter le pouvoir, c'est la plupart de ceux qui ne veulent pas partir, la plupart de ces chefs d'État là ont assez d'argent. Et il ne comprend pas pourquoi les gens ne veulent pas partir. Il est important aujourd'hui, vous savez, quand on parle du pouvoir, quand on parle de ceux qui sont au niveau de ces présidences, il faut reconnaître également qu'il y en a au niveau de leurs collaborateurs qui ne veulent pas souvent aussi que ces personnes-là puissent partir. Mais en lieu et place de ses collaborateurs, le tout repose sur l'épaule de celui qui est au pouvoir. Parce que ce qui c'est lui qui est comptable. Oui, c'est lui qui est comptable de la gestion du pays et c'est lui qui est également comptable de la gestion également de ses collaborateurs dont on parle. Donc il est important aujourd'hui que ce qui s'est passé aux Seychelles, c'est vrai que quand vous lisez un peu les commentaires diffèrent. Certains disent que c'est parce qu'il n'a pas remporté les élections législatives que bon, il a vu que au niveau de l'Assemblée nationale, il aura des problèmes, c'est pourquoi il a démissionné. Mais quoi qu'on dise, vous savez, à un moment donné de la vie, il faut quand même s'arrêter. Vous savez, il avait encore 4 bonnes années devant lui, mais il dit, moi c'est bon, je m'arrête là. À un moment donné de la vie, il faut quand même réfléchir et se dire, j'ai beaucoup fait, il faut que je puisse m'arrêter et réfléchir, voir comment on peut également aider quelqu'un qui puisse continuer également la relève. Donc il est important, aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas partir, vous prenez par exemple ce qui s'est passé au Burundi avec Nkurunziza. Voilà un monsieur qui ne peut même pas quitter son quartier pour aller à un autre quartier B, mais il est là, il ne veut pas partir, il ne veut pas partir, il s'accroche. Donc il est important aujourd'hui, vous savez, après tout le pouvoir c'est la conscience. Quand une personne est là, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. Un jour, lorsqu'on lui dit de partir, il peut partir. Mais du moment où la personne, sa conscience ne dérange pas de pouvoir même tuer pour rester, ils tuent et ils sont là, ils ne leur disent rien. Alors, un ancien chef d'État ghanéen que j'ai eu à rencontrer il y a 2-3 ans, il disait, au Ghana c'est 4 fois 2, il dit dans sa 8e année, il était tellement fatigué et il avait hâte que ça passe. Et il me disait que ça, it's not a job, que c'est ça, c'est pas un boulot ça, que tu n'as plus de vie, it's not a life, tu vois. Et il me disait, ceux qui s'accrochent à faire ce qu'ils ne bossent pas. Et ici, vraiment, les gens bossent comme lui l'a bossé, il ne peut pas vouloir faire 3, 5, 6 mandats, c'est pas possible. Qu'ils doivent se lasser, il dit, vous voyez les cheveux, quand il est arrivé, il avait les cheveux aussi blancs que ça, mais tellement vous bossez que vous vous fatiguez et vous êtes pressé de quitter le pouvoir. James Michel vient de montrer l'exemple. Oui, c'est un fait inédit. Moi, quand ça me rappelle la vie privée d'un chef d'État, pour quelqu'un comme aux États-Unis, ce n'est pas évident. Ça me rappelle cette phrase de Bill Clinton au temps de Monica Gates, even President Pravlev. Tu n'as pas de vie privée. C'est-à-dire que tu ne peux même pas aller chercher une petite copine quelque part ou aller chez un copain prendre un pot. C'est fini, c'est fini. Tu peux aller au restaurant, tu peux aller à la plage. Mais je crois que nos chefs d'État, ces jeunes-là qu'on a dans nos milieux africains là, ils prennent des jets privés, ils peuvent aller aux Antilles, tout ça là, ça on le sait. Ils vont sur les îles. Mais ce monsieur, je l'ai suivi sur RFI hier matin, il m'a surpris. Vous allez voir que c'est des gens qui sont prévoyants, c'est des gens qui ont une vision. Ils connaissent la moralité de l'homme. C'est-à-dire que ce que l'homme veut dans la vie, c'est d'abord
le bien-être de ceux qui sont en face, pas de soi-même. Contrairement à Kabila et autres, c'est des gens qui sont là et ils veulent, c'est la peur même de quitter le pouvoir et d'avoir des ennuis. C'est ça qui crée aussi le problème. Lui va avoir certainement le prix Moïse Ibrahim, parce que de la manière dont il s'est comporté, je me vois en quoi Moïse Ibrahim n'a plus de challenge depuis ça fait 3 ans. Oui. Donc, certainement que ce monsieur ira sur ce chemin-là. Il y a des pays que moi j'apprécie beaucoup, le Botswana, le Malawi, il y a des pays. Mais je crois que nos dirigeants, pourquoi notre président, Faure Gnassingbé, ne peut pas copier le président séchellois? Laisser les lui, c'est lui. Ils sont les mêmes. Que personne ne me dise. Réalité en dessous des Pyrénées et rien au-delà. Que personne ne me dise que c'est l'entourage de Faure Gnassingbé qui lui dirait, des généraux, tout ça là, qui ne va pas quitter le pouvoir. Lui-même, d'abord, est-ce qu'il veut être au pouvoir? Si en tant que personne lucide, il veut quitter le pouvoir, lui, avec son Dieu, il décide, pense à son peuple, au devenu du peuple togolais. C'est pas du tout le mandat qui n'a pas je vais partir en 2020. Qui n'a pas 60 ans, donc il a encore... C'est pas une question de jeunesse. La retraite, c'est 60 ans. Non, c'est pas une question de jeunesse. Une cinquantaine. Talon dit qu'il a fait 4 ans ou 7 ans. 5 ans. Tout dépend de ce que les constitutions vont décider. Un mandat est parti. Puis il a dit la même chose, malheureusement il n'a pas au pouvoir actuellement au Gabon. Faure Gnassingbé peut dire, ok, chers amis, moi je décide de partir en 2020. Je dis que c'est nous-mêmes qui allons l'applaudir. On va l'applaudir, peut-être dans 10 ans, les Togolais vont demander à ce que ce monsieur revienne. C'est facile. Mais quand il va se chercher à s'accrocher au pouvoir, les Caligula sont passés par là, les Nero, les Galva, tous sont passés par là. Même Yadema, il n'est pas là aujourd'hui. Mobutu n'est plus là. Mais ils sont morts au pouvoir. Ils sont morts au pouvoir. Vous pensez qu'ils ont la chaise roulante, mais elle est toujours là. Vous pensez qu'ils ont une bonne image? Mobutu n'a pas une bonne image au Togo. Et Yadema est très controversé, et même après ça, il est controversé au Togo. Il y a des gens qui sont très controversés. Donc c'est même au Fobani que les gens qualifient. Il y a des gens qui n'apprécient pas au Fobani, de par le rôle joué dans l'Afrique francophone. Donc, disons que en réalité, ce que ce chef d'État a fait, ça doit servir de leçon à nombre de chefs d'État. Je sais qu'au Sénégal, Macky Sall va partir. Au Bénin, ça s'est passé. Au Burkina, ça c'est sur des roulettes, même si la France-Afrique est en train de tourner encore des omelettes là-bas. Au Togo, ce qui me préoccupe, c'est que le chef d'État décide, nous allons organiser les réformes, limiter le mandat et que je quitte le pouvoir. On a fait devoir. Pour laisser la place à d'autres personnes. On a fait devoir. Moi, je crois que Junior, contrairement à ce que mon confrère disait, le président Faure Gnassingbé est lucide. Vous savez, pas dit qu'il n'est pas lucide. Non, vous savez, vous prenez par exemple les anciens chefs d'État, c'est un peu compliqué aussi que quand ils partent. J'ai eu la chance de rencontrer un ancien président du Ghana. On était à une conférence quelque part et un jour il nous a pris en aparté, on causait. Il disait que des fois quand il se réveille, il demande souvent à son aide de camp qu'il a remarqué que son portable ne sonne plus, ou bien c'est parce qu'il n'y a pas le réseau, ou bien qu'est-ce qui se passe. Et c'est là souvent que son garde-corps lui dit, mais monsieur le président, vous n'êtes plus le président, donc on ne peut plus vous solliciter comme avant. Et des fois quand il veut voyager, il est souvent aussi obligé de rester sur la queue comme les autres, alors qu'avant, le véhicule le déposait au pied, par exemple, du tarmac de l'aéroport, avant de partir. Donc, vous voyez, il y a certaines fois, certains ont des privilèges, hein, ne veulent pas laisser... La jouissance du pouvoir, à cause de la jouissance du pouvoir, et puis, c'est pas facile, hein, à cause de vous seul. Il s'est ouvert à, franchement, moi, on a causé à deux, il m'a dit que c'est pas souvent facile, qu'il faut féliciter ceux qui partent. Hein, ceux qui s'en vont, il faut les féliciter, que ce n'est pas du tout facile. Il disait que lui, un jour, par exemple, il était là, il avait besoin d'un chocolat qu'il n'a pas trouvé dans son pays, mais il a dû envoyer un jet qui allait lui chercher le chocolat et qui la ramène le chocolat. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il est là, il a besoin de ce chocolat, mais il ne peut plus en acheter. Donc il disait, il faut vraiment... Mais il a retrouvé comme ça la liberté, oui. il va recevoir, il va la plage, il va où il veut, avec ses enfants. C'est pourquoi il disait, il est important d'encourager les gens. Vous comprenez, encourager les gens à prendre leurs responsabilités et à partir. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est la gestion effectivement du pouvoir. Il est important également de voir également au niveau, vous savez, quand certains ne veulent pas partir, il faut voir également leur passé. Vous savez, souvent les gens ont peur aujourd'hui. Vous avez vu comment... Dieu merci, les gens sont de quitter la CPI. Ils doivent plus avoir peur de la CPI en principe. Il faut également voir ces paramètres
il faut voir pourquoi les gens ne veulent pas partir. C'est ça, c'est la peur aussi, hein, d'être jugé après. Voilà. Alors, je veux qu'on dise un mot rapidement sur la visite du Premier ministre Emmanuel Vasse au Togo, avant de recevoir notre invité qui est là. On ne va pas parler de la visite proprement dite, mais on va parler d'un communiqué sorti par une association. Donc, l'association s'appelle déjà un instant. L'association Solidarité Planétaire interpelle la France coloniale. Donc, alors, il demande le retour des restes du roi Kwaouzou, du peuple Adja de Tado. Alors, selon donc, le communiqué donc, publié par l'association, le roi Kwaouzou fut un roi célèbre du royaume de Tado qui avait osé désobéir à l'administration française en préférant demeurer fidèle aux traditions ancestrales. La nouvelle de sa mort tomba le 11 février 1913 lors d'un communiqué ainsi de suite. Donc, et aujourd'hui, il pouvait profiter de la visite du Premier ministre Emmanuel Vasse pour réclamer que leur roi, le roi de Tado, le roi Kwaouzou, les restes soient rapatriés au Togo, soient ramenés au Togo pour le peuple Adja de Tado. Rapidement, oui, ce qui préoccupe actuellement les Togolais, ce n'est pas forcément le roi Kwaouzou qui... Ça, c'est aussi une revendication d'un Togolais ou d'un groupe de Togolais, c'est bien. Mais ce qui préoccupe aujourd'hui, c'est le nez que la France politique doit mettre dans les affaires politiques togolaises pour que les choses évoluent, pour que les choses aillent de mieux en termes de démocratie. C'est vrai que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Manuel Vasse descend ici, un homme de centre-gauche, socialiste en France, ne viendra pas dire à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir ou de faire quelque chose. Mais tel qu'il a eu le courage de dire cela à Bongo fils et à Ali Bongo, il pourrait donner des instructions, il pourrait négocier. Mais quand il a dit à Bongo, on a vu les conséquences, il a dû présenter après les excuses. La France pèse toujours dans les milieux politiques africains, francophones surtout. Il suffit, au-delà des intérêts de la brasserie qui a des problèmes aujourd'hui avec le Togo, le Tel Sarakawa, qui entre-temps, Nyoto, tout ça là, au-delà des discussions qu'il y aura autour de tout ça, je crois que Manuel Vasse, sans même rencontrer l'opposition togolaise, peut dire des choses au pouvoir. Qu'est-ce que vous attendez pour faire des réformes? On l'espère. Non, je crois que... On va parler des amis de Tado. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes après tout les leaders d'opinion, des journalistes. C'est nous qui devons éduquer, sensibiliser. Je ne vois pas en quoi un Premier ministre de la France peut venir donner des injonctions à Faure, au président Faure, de faire des réformes ou de quitter le pouvoir. Non, je crois que Manuel Vasse ne vient même pas pour ça. Tu l'as dit, c'est des intérêts. Quand la France se déplace quelque part, c'est des intérêts. Et puis, ce que vous oubliez, la France est en train de perdre des alliés au détriment de la Chine. Donc, la France cherche encore à reconquérir les terrains perdus. Donc, parlant des injonctions au niveau de la politique, non, je crois qu'il faut écarter ce genre de choses. La France vient pour ses intérêts. On sait comment la France veut une fois encore reconquérir ces terres. Ils viennent pour ça. Mais donner des injonctions par exemple, à Faure Gnassingbé de faire des réformes ou bien après ces réformes de quitter le pouvoir. Ça s'appelle ingérence politique. Alors, merci, cher. Par rapport au rapatriement dont vous parlez, le Bénin en a demandé. Je crois que c'est sur la bonne voie pour ce rapatriement. Donc, si le Togo en fait également, autrichement du ministère du Tourisme, je crois que cela ça va de soi que la France également puisse aider à la demande. Ici, c'est une association qui nous ressemble, Association Solidarité Planétaire, le communiqué signé par Yao Koulché. Une pause, derrière la pause, notre invité, professeur Magoula Kokouvi. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité sur le plateau, professeur Magoula Kokouvi. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, professeur, c'est un plaisir qu'on vous reçoit tout le temps ici sur ce plateau. C'est la troisième fois que vous venez ici nous voir. Oui. Merci pour la fidélité et la confiance aussi. Alors, dans quelques heures, le Premier ministre français, Emmanuel Vasse, va fouler le sol togolais pour une visite de travail d'amitié de 24 heures. C'est ça. Alors, comment donc appréciez-vous l'arrivée
d'un officier français dans notre pays depuis l'épisode de Chirac en 98? Oui, je pense que c'est juste protocolaire, hein, parce que ce que la France tire de ses colonies et de ses pays sous mandat est supérieur à l'aide qu'elle nous apporte. Parce que on a recommencé à parler du franc CFA. Bon, peut-être que c'est à cause de ça qu'il fait sa tournée. Nous avions appris que la France faisait la cour aux pays francophones pour qu'ils ramènent le Ghana et le Nigeria dans la zone franc. Bon, ça nous a fait beaucoup sourire parce que pour prendre l'argent de Chikata et de Rollins ou bien des généraux nigériens et mettre ça sous la coupe du franc CFA, il faut se lever de bonheur. En résumé, la France a des intérêts qui diminuent et il faut réchauffer la marmite de temps en temps pour que le peu qui reste soit rentable. On nous parle aussi du sommet France-Afrique prévu en très bientôt à Bamako, Mali, un sommet qui n'intéresserait pas les chefs d'État africains. Et selon nos infos, selon des indications, Mali va se faire la tournée au Togo, Ghana, en Côte d'Ivoire pour essayer d'inciter les chefs d'État à aller au sommet France-Bamako, surtout que la France va à l'élection présidentielle l'année prochaine et le PS n'est pas bien au niveau des sondages. Oui. Mais l'essentiel, c'est que vous allez voir, pour notre sommet au Radisson Blu, il y avait eu combien de chefs d'État? 18 ou 17. Bon, je parie que les chefs d'État africains qui seront au sommet de Bamako vont dépasser les 18. C'est comme ça. Parce qu'il s'agit de la France. Il s'agit de la France et les facilités offertes par la France sont différentes des facilités offertes par l'Union africaine. Donc, il ne faut pas croire qu'ils n'iront pas. Ils vont y aller parce que pour certains, ça consolide leur siège. Pour d'autres, c'est bien d'être reçu par l'une des grandes puissances du monde. Alors, professeur, le samedi 15 octobre, pendant que les chefs d'État africains se réunissaient à Radisson Blu pour le sommet sur la sécurité maritime, vous vous réunissez des confrères journalistes à Rome pour une conférence à l'occasion du 29e anniversaire du décès de l'assassinat de Thomas Sankara. Vous avez aussi parlé de Tadio Morin. Pourquoi cette rencontre? Pourquoi cette conférence? On n'a pas compris. Non, c'est le MO5 qui a voulu faire cette MO5, pour ceux qui nous suivent, MO5, c'est le mouvement patriotique du 5 octobre, dirigé par Éloi Koussao qui vit à Bruxelles, en Belgique. Il était bon de revenir à cela parce que la révolution de Sankara n'a pas abouti parce que dans le précaré français, il était un trouble fait. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, Rawlings était actif au Ghana et laissé Sankara actif au Burkina, on ne savait pas ce que le Togo deviendrait. Donc dans ce triangle des Bermudes politiques, il fallait résoudre le problème Sankara assez tôt, parce que quelqu'un qui a son franc-parler, qui était contre le FMI, la Banque mondiale, les sommets France-Afrique, etc. C'était contagieux. À la limite, un rebelle entre griffes. Un rebelle entre griffes. Mitterrand, avec son sourire, a dit que c'était un jeune très actif, mais bon. Mais il était bon de rappeler ce souvenir parce que des révolutionnaires comme ça, il n'y en a pas tous les 10 ans. Nous avons quitté Ernesto Che Guevara pour passer à Nelson Mandela et vous fouillez les livres, vous tombez sur Thomas Sankara. Donc, c'était un échec sur le plan révolutionnaire à l'intérieur parce que tous les nantis du Burkina en avaient contre lui. Il demandait à ceux qui avaient 2, 3 maisons, laquelle des maisons ils voulaient habiter parce que la révolution prenait les 2 autres. Donc, les gens n'étaient pas contents. Et ensuite de ça, tous les ministres devaient rouler en R5. C'était la voiture la moins chère sur le marché à Ouagadougou à cette époque-là.
quand d'autres roulent dans des voitures de presque 2 milliards. Donc, vous voyez le contraste. Et les vendredis, il fallait être habillé en façon d'Afani. Le Batakali chez nous ici. Oui, parce que c'est du coton qui pouvait durer jusqu'à 20-25 ans. J'en ai encore dans ma valise. Donc, toutes ces choses-là, il s'est attaqué au foncier chez lui. Il s'est attaqué au rite de veuvage et à l'excision. Donc, ça mettait beaucoup de personnes à mal. Et ça ne pouvait pas durer. Mais au Togo, il y a quelqu'un qui a voulu copier Sankara. Tu as vu à Montréal, a priori, bon, on pense que celui qui devait peut-être faire comme Sankara, mais il a été tué très tôt aussi. Hein. Il avait à peine 33 ans qu'il a été tué. C'est le sort des visionnaires. Lorsque vous prenez l'histoire de l'Afrique entre Agostino Neto, Jean-Baptiste Bagaza, Lumumba, tous ceux qui sont partis très tôt, c'était des grains de sable dans le mortier de la géopolitique. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais je pense que les idées de Sankara sont restées au Burkina. Il n'y a pas d'immeuble à 8 étages qui détonne dans le paysage. Je crois qu'il faut s'arrêter à 3 étages. Et pourquoi mais ça aussi, c'est empirique. C'est l'idée des conservateurs. Les étages. Ouais. Dans les étages, on les construit par déficit de paysage et de terrain. Ouais. Mais on voit ailleurs les gratte-ciels dans la capitale, à Dakar, et ça fait la beauté de la ville. Gratte-ciel avec quelle électricité? À Abidjan, à Dakar... Non, je le dis souvent, attention au délestage et aux pannes. Parce que j'ai dit que les pompiers de l'Aubé n'ont pas d'échelle pour venir vous sortir d'un ascenseur sur... une maison à 8 étages. Hein. D'ailleurs, on dit de temps en temps qu'ils n'ont pas d'eau. Ils devraient se ravitailler dans la lagune. Non, ce que je veux dire, c'est que le paysage est harmonieux. Lorsque vous allez à Ouaga, l'avenue Nkrumah, tout ça là. C'était une révolution. Ça n'a pas réussi, c'est bien, mais il fallait le faire. C'est comme ça. Parce qu'il a voulu changer tout le système sociopolitique et ramener les gens à la politique de leurs moyens, parce que les chemises en rayonne sous le soleil, tout ça avec cravate, ce n'était pas intéressant pour les. C'est différent de la Bacoste, mais c'est une façon d'enfamie. Ça a donné du travail aux tisserands, et vous avez bien vu qu'ils ont laissé le coton OGM pour revenir au coton naturel. C'est comme ça. Oui, professeur, merci d'être parmi nous. Depuis un certain temps, personnellement, j'ai remarqué que vous êtes dans plusieurs sources, il faut le reconnaître. Surtout quand on parle de sources ici, je voudrais parler sources sur le plan politique. Vous êtes dans beaucoup de mouvements, beaucoup d'associations. Vous intervenez dans beaucoup de choses, mais jusqu'à présent, concrètement, nous ne voyons pas la finalité de vos engagements. Cela dû à quoi? Non, je crois que c'est le propre des philosophes. Nous envoyons des bouteilles à la mer. Des bouteilles vides? Non, les bouteilles à la mer contiennent toujours des messages. Et tôt ou tard, ça intéresse quelqu'un. Pas plus tard qu'hier, on m'a dit qu'au Bénin, on a mis tous les corps habillés dans un seul corps. Parce que j'avais dit aux étudiants que dans mon testament, je conseillerais aux pays africains de transformer leur armée en coopérative agricole. Ils iront au champ le matin et l'après-midi, ils feront tous les exercices militaires. On garde les mêmes grades, on garde les mêmes salaires, mais ce qu'ils vont produire au champ, si on le vend, ça va amoindrir leur salaire. Et vous direz que vous voulez les déshonorer? Non, ce n'est pas un déshonneur. Le Costa Rica n'a pas d'armée. Il n'y a que la police et la gendarmerie là-bas. C'est ça. Donc, c'est ce système-là réformé qui fera la révolution. Mais face aujourd'hui aux menaces terroristes et autres, on ne peut pas quand même se permettre de ne pas avoir une armée pour se défendre en cas d'attaque. Vous savez, moi je suis spécialiste en toute modestie de la nature humaine. La nature humaine a de l'agressivité en elle, et c'est les idéologies qui permettent de transformer cette agressivité en agression. C'est tout. Donc si les hommes veulent, ils peuvent vivre pacifiquement en paix. Moi, je vois mal le Ghana conquérir le Togo aujourd'hui pour ajouter les chômeurs togolais aux chômeurs ghanéens.
Ça n'a aucun sens. Donc, je ne vois pas cette technologie aujourd'hui qui permettrait au Togo d'attaquer le Burkina, de le soumettre, de passer au Ghana et au Bénin. C'est un tout petit pays. C'est une option. Tous les pays du monde gèrent de l'argent. Ils ont un État. Ils ont des forces armées. Et d'après mes analyses, parce que maintenant, à mon âge, je peux parler ainsi, l'État et les forces armées ne produisent pas de l'argent. Mais ils peuvent dépenser plus de 50 à 60% de tout le PIB du pays. C'est ça qu'il faut transformer sur le plan politique pour innover sur le plan de la gestion et de l'équité. Parce que on ne peut pas avoir dans un pays des députés à 750 000, 1 million, et puis le SMIC sera à 35 000. C'est inégalitaire. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est vrai, nous sommes indépendants, nous avons acquis notre autonomie, mais nous avons mis sur pied des sociétés inégalitaires. Et pour nous, philosophes, sur le plan éthique, ça ne va pas. Oui, professeur Magloire Kakouvi, vous nous avez accordé une interview hier dans votre parution. Et je voudrais aborder le volet sommet sur la sécurité maritime. Le sommet a pris fin et a accouché d'une charte qui n'est pas encore ratifiée par le Togo. Alors, est-ce que vous voyez un avenir pour cette charte en Afrique, dans une Afrique un peu cosmopolite, où les gens, les États ont leurs priorités? Oui, il y a toujours un avenir pour les chartes. Vous savez, c'est la conférence de Rome qui a mis en gestation l'Union européenne, qui a vu le jour des années après. Donc c'est bon. J'avais dit à quelqu'un que c'est tard, mais on dit toujours que mieux vaut tard que jamais, parce que j'ai constaté que en Europe, l'eau n'est plus polluée, et j'espère que ça va durer, parce que les déchets de phosphate qu'on versait dans la mer à Kwémé, et qui rendaient la mer jaune jusqu'au Bénin, avaient fait partir des variétés de poissons que dans notre jeunesse nous pêchions à la ligne. Du côté de la pirogue, vous pouvez aller à la pêche là-bas, à la ligne, et capturer des poissons. Mais maintenant, cette pollution a fait fuir les poissons, et quand on dit que les gens viennent pêcher en haute mer, c'est parce que les poissons se sont réfugiés là-bas. Donc la charte est la bienvenue. Maintenant, c'est aux Africains de prouver au reste du monde qu'ils suivent les lois qu'ils se donnent. C'est le plus difficile. Une fois de signer une autre, de respecter. Oui, une fois, une autre chose de signer, une autre chose de respecter. Parce que je crois qu'ils ont signé un papier quelque part à Maputo qui dit qu'ils vont consacrer 10% de leur budget à l'agriculture. On les attend. Sur les 54 pays, il n'y en a que 7 ou 9 qui ont mis ça en application. Donc vous voyez, la charte c'est bien, de beaux discours, Radisson Boulo a repris du poil de la bête, mais il faut mettre en application. Et c'est ce que nous souhaitons comme mal au Togo. Alors une question politique. Oui. On parle des élections locales et par surprise, le gouvernement prend un décret pour nommer des délégations spéciales. Oui. Quel regard portez-vous sur ces nominations? Non, ce n'est pas une surprise. J'ai dit un jour que lorsqu'on a commencé à bitumer tous azimuts à Gouet, avec électricité et tout, je me suis dit, mais quelle chance ils ont ceux-là. Et un beau matin, nous avons appris que Agouet est devenu préfecture. Donc, pour le régime que nous avons, ce n'est pas une surprise. Et lorsque UNIR sera prêt pour gagner les locales et faire la décentralisation, ils vont l'annoncer. Urbi et Orbi, c'est comme ça. Mais sur quoi vous basez pour dire ça? Mais c'est pas une affirmation gratuite? Ce n'est pas une affirmation gratuite. Puisque pour toutes les élections, c'est quand les pancartes sont arrivées, les t-shirts, les casquettes sont prêts et tout, qu'on annonce la date. Bon, moi je ne fais pas de la politique parce que le climat politique africain ne me sied pas. Autrement dit, selon vous, les locales au Togo, c'est pas pour demain? Non, ça peut être pour demain à condition que l'UNIR soit prêt et ait trouvé ses candidats. C'est tout. Vous pouvez noter ça, vous mettez la date et l'heure, vous verrez.
Mais est-ce que vous êtes d'avis, je le disais ici entre-temps sur ce plateau, oui. on se rappelle en 2013, je crois que c'était le ministre Bawara qui avait invité entre-temps la classe politique de l'opposition, où il disait qu'il est important que les partis politiques également proposent des personnalités pour nommer au niveau de ces préfectures. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'opposition a tort de ne pas peut-être répondre à cet appel et que le parti au pouvoir puisse prendre cette décision de nommer? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que c'est nous qui avons fait le défilé du 27 avril 1960. Donc l'histoire du Togo, moi, on ne me la compte pas. Nous avons appris que dans le pacte de l'UFC, avec le RPT devenu UNIR, ces nominations-là devaient se faire par consensus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai rien entendu de tel. Donc, opposition pour opposition, l'opposition prend ses responsabilités. Voilà. Je ne suis pas pour l'opposition ou pour la majorité. Vous êtes analyste, j'ai donné ma part en servant à l'université jusqu'à la retraite. J'ai payé les impôts. Hein. On m'enlève des sous pour l'UNAM, mais on va dire que ce n'est pas solidarité, je n'ai rien contre, c'est tout. Tout ce que je demande, c'est qu'un pays pauvre, très endetté, qui a plus de 40 milliardaires, doit prendre une loi sur l'impôt sur les fortunes. Les Africains n'aiment pas entendre parler de ça, mais ils y viendront tôt ou tard. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, les gens se plaignent de l'impôt. Pourquoi vouloir instaurer d'autres taxes? Non, quand Hollande est venu en France, il voulait taxer les grosses fortunes à 75%. C'est la Cour constitutionnelle qui lui a dit que c'est trop fort. Je veux dire par là que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous ne changeons pas de type de société et que nous avons des dettes jusqu'à au-delà de 2050 et que pendant ce temps des gens s'enrichissent sans payer convenablement l'impôt, vous verrez que tôt ou tard le peuple va se révolter. Alors, avant que vous rentrez au sujet aussi, on a abordé un sujet ici entre frères, c'est la décision du président des îles Seychelles de démissionner, de quitter le pouvoir, alors qu'il lui reste 4 ans à faire. Et de laisser le pouvoir à son vice-président, on lui demande, il dit non, il faut laisser le pouvoir aux jeunes. Alors, comment avez-vous accueilli cette décision? Non, je l'ai accueillie comme celle du pape Benoît XVI, hein, parce que je me rappelle toujours cette image de Jean-Paul II accroché à sa croix avec sa maladie de Parkinson, etc. Ce n'était pas beau à voir. Donc, celui qui démissionne, c'est lui qui connaît ses capacités. Moi, quand les gens me disent « vous êtes jeune », je dis « non, je ne suis pas jeune, je suis septuagénaire ». Donc, c'est à lui. S'il dit qu'il s'en va, on ne peut pas... Quelle est la portée de cette décision aujourd'hui? Non, la portée, c'est que vous verrez, je crois qu'il y a un roi qui a abdiqué également quelque part, dans le pays asiatique. Mais ici, il est président carrément. Ça ne fait rien. Un président n'est pas un roi, mais quand il se sent incapable de servir son peuple, il s'en va, c'est tout. Alors d'autres, tout à son honneur. D'autres devaient copier cette décision. Enfin, bien sûr, bien sûr. Vous avez appris que quand l'accident est arrivé au Cameroun, Paul Biya n'était même pas dans le pays. Il était dehors depuis en Suisse plus d'1 mois. Plus d'1 mois, voilà. Donc il aurait pu rester en Suisse et faire organiser des élections pour son remplacement. C'est des exemples à comparer. Professeur, je sais que vous êtes un fin catholique. Oui. Quel regard apportez-vous sur les critiques par rapport au culte d'action de grâce à la suite de ce sommet sur les évêques? Oh, je crois que les gens ne comprennent pas les choses. Lorsqu'on veut acheter des bêtes pour faire des sacrifices, pour être député ou ministre, ça n'étonne personne. Donc, si le gouvernement demande une messe d'action de grâce, l'Église ne peut jamais refuser. C'est tout. Mais justement, par rapport aux propos tenus par le chef du clergé la dernière fois, tout semble se dire qu'il y a eu trop de griotisme dans les phrases prononcées par Monseigneur Amouzou Diakwa. C'est une manière de voir les choses, parce que le jour où on a présenté la pièce à Jésus, en lui demandant faut-il payer l'impôt à César, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé la pièce. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Oui, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bon. Autrement dit, Monseigneur
Denis est un citoyen comme tout le monde, hein, il a le droit de voter, et ce n'est pas le vote seul qui est sa charge, et son devoir. Donc s'il est content, il doit le manifester également. Parce que certains confrères ont écrit, on dit bon, voilà, que l'Église est de connivence avec le pouvoir, et ils écrivent que la population n'a pas adhéré à ce sommet, et que l'Église, en glorifiant, louant, c'est comme si l'Église a pris parti pour le pouvoir. Je ne veux pas dire ce que les confrères ont écrit. Bien sûr, ils ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent. C'est une liberté d'opinion. Je crois que les Africains ne comprennent pas souvent le pluralisme. Le pluralisme qu'on a en République, c'est la multiplicité des opinions. Et l'article 19, pour vous les journalistes, est là, mais chacun est libre d'adhérer à ce qu'il veut. Desmond Tutu a toujours travaillé aux côtés des Mandela jusqu'à devenir malade aujourd'hui. Donc je ne vois pas d'où vient le problème. Lorsque les évêques ont écrit la lettre pastorale sur nos responsabilités, on ne les a pas insultés. Mais justement, ici, mesdames, que devient cette lettre pastorale depuis là? Ah mais chacun fait sa part, comme a dit l'un d'entre eux. Pourquoi vous voulez que tout le monde prenne la lettre et choisisse un paragraphe à exécuter? Chacun fait sa part. Alors, professeur, la situation politique au Togo semble être bloquée. Le pouvoir a un boulevard devant lui. Il y a des sommets qui se programment encore après le sommet maritime. Bien sûr. Et au même moment, le grand peuple est pratiquement dans une grande misère. Oui. Bon, selon les statistiques, la pauvreté s'est déplacée de la savane et de la Cosa sur la région maritime. Mais c'est ceux qui ont pris un engagement que leur mandat sera social de répondre à ces questions-là. Parce que boulevard pour boulevard, on dit au village que ce qui circoncit le cheval se trouve à l'intérieur du cheval. Autrement dit, le peuple prendra tout dans ses responsabilités. Vous le dites tout le temps. Oui, mais il faut. Les opposants le disent, vous le dites aussi au niveau de la société civile. Il faut avoir le sens de l'histoire. Que mettez-vous dans cette phrase-là? Je vous ai dit que je suis septagénaire. J'ai connu Thierry Ozesco, il est sorti. Mobutu Seko, Kukuwezu Wazabanga, il est sorti. Reza Pahlavi, c'était le Shah d'Iran, il est sorti. Donc, quand vous avez le sens de l'histoire, vous ne paniquez pas. Tôt ou tard, ce qui a un début a toujours une fin. Nous souhaitons voir la fin, mais ce n'est pas une obligation morale. C'est comme ça. Alors, depuis, on parle des réformes. En 2018, on y aura encore des initiatives. Oui, il y a des réformes, faut voir l'horizon. Que faut-il faire? Il y a en tant que professeur, on vous a vu faire des sorties, prendre des positions sur des sujets donnés. Alors, pourquoi par exemple vous ne sortez pas par rapport sur la question des réformes? Non, nous avons fait une proposition avant les dernières présidentielles. En 2014. Voilà, ça n'a pas marché. Les autres. Ça n'a pas marché. Bon, ben, si une autre occasion se présente, nous allons réitérer encore. Moi, j'ai toujours dit que si les présidents africains veulent rester définitivement au pouvoir, ils n'ont qu'à transformer leur république en royaume. C'est plus sain et c'est plus honnête. L'ONU ne prendra pas une semaine. Il suffit de formater les disques durs et on mettra un royaume du Togo. Mais déployer les ruses dessus en parlant de paix, de réforme, de structure sans le faire, ce n'est pas très bon pour la santé des concitoyens. Ça, c'est ce que je dis de temps en temps. Bokassa en a essayé, il en a fait le prix. Oui, Bokassa a payé son couronnement avec des cheveux blancs importés de France. Ben, nous avons vu comment il est parti. Le pays est riche. Ils ont du diamant et de l'unarium, du pétrole. La population vivante. Oui, la population vivante parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le profil adéquat pour leur gouvernance politique. Pour moi, en Afrique, c'est un problème de profil. Parce que vous ne pouvez pas habiter au bord de la mer pendant 55 ans et vous réveillez un matin et dire que vous faites économie bleue. Depuis l'indépendance, vous ne saviez pas qu'il y avait économie bleue. Il n'y avait pas de menaces terroristes. Il y avait des pirates. Les pirates sont là qui attaquent les bateaux. Est-ce que vous savez ce que la Lonato, Togo cellulaire, le port autonome de Lomé et l'aéroport
mettre dans le budget annuel? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Nous avons appris que certains, c'est moins de 2%. Hein. Il faut poser la question à veille économique. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut réformer pour qu'on parle d'institutions fortes et non pas d'hommes forts. Merci, professeur Mangola Kakouri. Cette émission tire à sa fin. On vous laisse l'opportunité de porter le mot de fin. Non, je pense que le Togo est contraint d'aller au local tôt ou tard. Nous sommes les derniers de la sous-région et j'espère que quand nous y arriverons, nous allons tirer leçon de tout ce qui n'a pas été correct des autres pays en forme de délocalisation. Et ceux qui voudront faire de la politique devraient commencer au niveau du canton, aller à la préfecture et à la région avant d'être parachuté à Lomé comme député. Ce sera une bonne préparation. Merci, cher confrère Jacques Akouti. Merci à Ambroise Ponjo. Mesdames, Messieurs, merci. Nous avons suivi Talk Talk, le numéro 93, s'achève ainsi. Merci à vous tous qui nous suivez le matin, c'est plus direct. La rediffusion, c'est à 20h30, toujours sur City FM, LCF et aussi sur le www.lcftogo.com. Bon week-end à vous tous. Rendez-vous lundi pour un nouveau numéro, si Dieu le veut et il le voudra sûrement.